Alors famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille. Pour tous ceux qui veulent comprendre ce qui c'est que réellement l'AES, comprendre pourquoi aucun président de l'Occident ne peut faire quoi que ce soit aux trois pays de l'AES là. Comprendre pourquoi l'AES est invincible et que rien de tout ce qui est en train d'être organisé dans les coulisses, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, les pays d'habitude cités par les pays de l'AES comme les pays hébergeant les terreaux pour les déstabilisations là. Tout cela là, ça va voir le chèque. Et tout ça là, c'est parce que l'AES forme une bloc. Et mis à part cette bloc, ils ont une base très solide. Donc, je vais vous laisser voir la vidéo des détails de pourquoi l'AES ne peut pas tomber ni aujourd'hui ni demain et que tout ce qui trame contre lui ne pourra rien arriver, même si dans les années à venir. Donc je vous laisse la vidéo, voir, écouter clair et comprendre ce qui c'est d'abord que l'AES et ensuite ce qui fait que l'AES ne peut jamais tomber. Alors c'est parti! L'organisation régionale censée les empêcher ne peut rien faire. Dans cette analyse, je vais vous montrer pourquoi les trois coups militaires en Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina Faso, Niger, ne représentent pas simplement une période d'instabilité chaotique. Ils forment un pattern délibéré. Ces trois gouvernements militaires coordonnent maintenant leur politique, leur position diplomatique et potentiellement leur sécurité. Pendant ce temps, l'ECOWAS, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'organisation régionale censée promouvoir la démocratie et empêcher les coups, se révèle complètement impuissante. Elle n'a renversé aucun de ces coups. Ces sanctions sont ignorées. Ces menaces d'intervention militaire sont vides. Et maintenant, ces trois pays discutent ouvertement de quitter formellement l'ECOWAS ou de créer une structure parallèle. Ce n'est pas du chaos. C'est l'effondrement d'un ordre régional et la naissance d'un nouveau bloc de pouvoir. Commençons par comprendre la séquence des coups. Le Mali d'abord, en août 2020. L'armée renverse le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les militaires, dirigés par le colonel Assimi Goïta, prennent le pouvoir. L'ECOWAS proteste, impose des sanctions, menace d'intervention, rien ne change. En mai 2021, Goïta fait un second coup pour consolider son contrôle. L'ECOWAS sanctionne à nouveau. Toujours rien. Le Mali expulse progressivement les forces françaises et invite Wagner, les contracteurs russes, pour la sécurité. Puis le Burkina Faso, en janvier 2022. L'armée renverse le président Roch Marc Christian Kaboré. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba prend le pouvoir. L'ECOWAS suspend, sanctionne. Mais en septembre 2022, un autre coup. Le capitaine Ibrahim Traoré renverse Damiba, donc deux coups en une année. L'ECOWAS condamne, sanctionne encore. Résultat, rien. Le Burkina Faso expulse aussi les forces françaises et se rapproche de la Russie. Enfin, le Niger, en juillet 2023, la garde présidentielle, l'unité militaire censée protéger le président, fait le coup. Le général Abdourahmane Tchiani renverse le président Mohamed Bazoum. Cette fois, l'ECOWAS réagit encore plus durement. Sanctions lourdes, menaces d'intervention militaire dans les semaines. L'organisation fixe même une date limite. Mais cette date passe. Rien ne se passe. Le Niger expulse l'ambassadeur français, puis les troupes françaises. Et commence une coopération sécuritaire avec la Russie. 3 coups. 3 pays. 3 fois, l'ECOWAS promet d'agir. 3 fois, elle échoue complètement. ECOWAS a été créée pour empêcher les coups d'État. 3 ont eu lieu. Elle peut les renverser? Non. Ces sanctions fonctionnent? Non. Ces menaces d'intervention? Vide. Que signifie une organisation régionale qui ne peut rien faire? Maintenant, regardons ce qui rend cette situation différente d'une simple série de coups isolés. Ces 3 gouvernements militaires ne sont pas en compétition. Ils se coordonnent. Les signes sont multiples et clairs. D'abord, les rencontres militaires. Les chefs militaires des 3 pays se déplacent régulièrement entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. Ces visites ne sont pas protocolaires. Ce sont des consultations sur la sécurité, la politique régionale, la position commune face à l'ECOWAS. Deuxièmement, les déclarations publiques coordonnées. Quand l'ECOWAS sanctionne le Niger,
le Mali et le Burkina Faso publient immédiatement des déclarations de solidarité. Ils condamnent les sanctions comme illégitimes et inspirées par l'Occident. Ils avertissent que toute intervention militaire contre le Niger sera considérée comme une agression contre eux-mêmes. Cette coordination rhétorique n'est pas accidentelle. Elle signale une alliance de fait. Troisièmement, les discussions sur une structure formelle. Les trois pays parlent ouvertement de créer une alliance des États du Sahel. Cette alliance couvrirait la sécurité mutuelle, la coopération économique et potentiellement la défense collective. Elle serait une alternative directe à l'ECOWAS, ou du moins un bloc organisé à l'intérieur de l'ECOWAS qui défierait son autorité. Cette coordination n'est pas simplement réactive, une réponse défensive aux pressions de l'ECOWAS. Elle est proactive. Ces trois gouvernements construisent délibérément une structure alternative de pouvoir régional et ils le font avec le soutien implicite de la Russie qui voit cette coordination comme favorable à ses intérêts dans la région. Nous avons analysé comment la France a été remplacée par la Russie au Sahel sur le plan militaire et sécuritaire. Mais cette transformation ne concernait pas seulement la présence militaire. Elle concernait l'ensemble de l'ordre politique et institutionnel. L'ECOWAS était perçu comme une extension de l'influence française, un mécanisme par lequel la France et l'Occident maintenaient leur contrôle sur la région via des normes de bonne gouvernance et de démocratie. Les coups militaires rejettent non seulement la présence militaire française, mais aussi cet ordre institutionnel francophone. L'effondrement de l'ECOWAS comme institution crédible révèle plusieurs faiblesses structurelles. Premièrement, elle n'a aucune capacité militaire réelle. Théoriquement, l'ECOWAS dispose d'une force en attente, des troupes que les États membres peuvent déployer pour des interventions. En pratique, cette force n'existe que sur le papier. Les membres ne contribuent pas vraiment de troupes. Le Nigeria, de loin le plus grand et le plus puissant membre, a ses propres problèmes de sécurité massifs, Boko Haram dans le nord-est, banditisme dans le nord-ouest, tensions séparatistes dans le sud. Il ne peut pas et ne veut pas déployer des dizaines de milliers de soldats pour renverser des gouvernements militaires au Sahel. Deuxièmement, les sanctions économiques de l'ECOWAS sont faibles. Les trois pays concernés sont parmi les plus pauvres de la région. Ils sont enclavés, leurs économies sont déjà fragiles, des sanctions supplémentaires causent de la souffrance aux populations, mais ne changent pas les calculs politiques des juntes militaires. De plus, la Russie et la Chine offrent un soutien économique alternatif. Pas massif, mais suffisant pour que les régimes survivent. Et le commerce informel continue à travers les frontières poreuses. Donc les sanctions de l'ECOWAS sont largement symboliques. Troisièmement, l'ECOWAS a perdu sa légitimité aux yeux des populations locales. Dans les trois pays, les coups militaires ont été largement populaires. Pourquoi ? Parce que les gouvernements démocratiques qu'ils ont renversés étaient perçus comme corrompus, inefficaces et trop proches de la France. Les populations sahéliennes vivent sous la menace constante du terrorisme djihadiste. Elles voient les gouvernements civils échouer à les protéger. Donc, quand les militaires promettent restaurer la sécurité et expulser les forces étrangères, beaucoup de citoyens applaudissent. L'ECOWAS, en essayant de défendre les gouvernements renversés et de sanctionner les militaires, se retrouve du mauvais côté de l'opinion publique. Si trois gouvernements militaires forment leur propre bloc, si l'ECOWAS ne peut pas les arrêter, qu'est-ce qui empêche d'autres pays de les rejoindre ? Tchad, Guinée, d'autres. Pensez-vous que ce mouvement va s'étendre ? Commentez. Cette question du domino effect est cruciale, car si l'ECOWAS ne peut pas renverser ces trois coups, qu'est-ce qui dissuade les militaires dans d'autres pays de tenter la même chose ? Le Tchad a déjà un gouvernement militaire de transition suite au décès du président Idriss Déby en 2021. Son fils, le général Mahamat Déby, dirige un conseil militaire de transition. La Guinée a eu un coup en 2021. Le colonel Mamadi Doumbouya a renversé le président Alpha Condé. Ces deux pays
pourrait facilement rejoindre une alliance des États du Sahel, si elle se formalise. Et même dans les pays actuellement stables, des militaires observent attentivement. Ils voient que les coups au Sahel n'ont entraîné aucune conséquence sérieuse. Les juntes restent au pouvoir. Elles expulsent les forces françaises. Elles obtiennent le soutien russe. Les populations les soutiennent. L'ECOWAS est impuissante. Donc le coût perçu d'un coup diminue. Et si un groupe de militaires dans un pays voisin est mécontent du gouvernement civil pour corruption, pour échec sécuritaire, pour soumission perçue à l'Occident, pourquoi ne tenterait-il pas aussi un coup? Ce calcul risque-bénéfice des coûts a radicalement changé. Avant, un coup signifiait isolation internationale, sanctions paralysantes, possibilité d'intervention militaire régionale. Maintenant, un coup signifie suspension temporaire de l'ECOWAS, qui de toute façon ne fournit pas grand-chose, quelques sanctions inefficaces et potentiellement le soutien de la Russie et de la Chine. Pour des militaires ambitieux, c'est un calcul attractif. La Russie et la Chine remplissent délibérément le vide laissé par l'effondrement de l'ECOWAS et le retrait français. La Russie fournit la sécurité. Wagner, devenu Africa Corps, opère dans les 3 pays. Ces contracteurs offrent ce que les militaires locaux veulent, protection du régime, lutte contre les insurgés et aucune condition démocratique. La Russie vend aussi des armes, moins chères et avec moins de complications bureaucratiques que les fournisseurs occidentaux. La Chine fournit l'infrastructure et l'investissement économique. Routes, ponts, centrales électriques, contrats miniers pour l'or, l'uranium, prêts pour le développement. Tout cela sans les conditionnalités de gouvernance que l'Occident impose. Pour les juntes militaires sahéliennes, ce modèle chinois est idéal. Elles obtiennent le développement économique dont elles ont besoin pour légitimer leur règne sans avoir à tenir des élections ou respecter les droits humains. Cette division du travail sino-russe, la Russie pour la sécurité, la Chine pour l'économie, est remarquablement efficace. Elle offre au gouvernement africain une alternative complète au modèle occidental. Et elle transforme le Sahel en une zone d'influence durable pour Moscou et Pékin. Ce n'est pas une présence temporaire, c'est un ancrage stratégique à long terme. Les contracts de sécurité et miniers signés maintenant lieront ces pays à la Russie et à la Chine pour des décennies. Et nous avons analysé comment l'Afrique est devenue le centre des matières premières critiques du XXIe siècle. Le Sahel possède des ressources précieuses, l'uranium du Niger, l'or du Mali, d'autres minerais. La France exploitait ces ressources dans un cadre néocolonial. Maintenant que la France est expulsée, la Russie et la Chine prennent sa place. Mais contrairement à la France, elles n'ont pas le fardeau de l'histoire coloniale. Elles arrivent comme partenaires plutôt que comme anciens colonisateurs. Cette différence perceptive compte énormément dans l'opinion publique africaine. Les scénarios futurs pour l'ECOWAS et le Sahel dépendent de la capacité de l'organisation à retrouver une crédibilité. Le scénario optimiste, l'ECOWAS réalise que son approche actuelle, sanctions et menaces, ne fonctionne pas. Elle adopte une stratégie plus pragmatique. Elle dialogue avec les juntes militaires. Elle offre des incitations pour une transition graduelle vers un gouvernement civil. Elle cesse de conditionner son soutien à des élections immédiates et accepte des transitions plus longues. Dans ce scénario, les 3 pays restent dans l'ECOWAS, mais avec une relation redéfinie. L'organisation survit en s'adaptant. Le scénario probable, l'ECOWAS continue sa posture actuelle, mais sans moyen de l'imposer. Les 3 pays sahéliens restent formellement suspendus, mais ignorent l'ECOWAS. Ils créent leur alliance des États du Sahel comme structure parallèle. Cette alliance gère la sécurité, la coopération économique, sans référence à l'ECOWAS. D'autres pays, Tchad, Guinée, rejoignent progressivement cette alliance. L'ECOWAS devient une coquille vide. Elle existe institutionnellement, mais n'a plus d'influence réelle sur une partie significative de ses membres. Le scénario pessimiste, les 3 pays sortent formellement de l'ECOWAS. Cette sortie crée un précédent. D'autres membres insatisfaits, soit parce qu'ils veulent aussi faire des coups, soit parce qu'ils jugent l'organisation
dysfonctionnelles suivent. L'ECOWAS se fragmente. L'Afrique de l'Ouest perd son principal mécanisme d'intégration régionale. Le commerce, la circulation des personnes, la coopération sécuritaire, tout ce que l'ECOWAS facilitait, se détériore. La région entre dans une période de fragmentation et de compétition plutôt que d'intégration. Quand un ordre régional s'effondre, qui remplit le vide, nous le savons déjà, la Russie pour la sécurité, la Chine pour l'économie, ce n'est pas du chaos, c'est un remplacement prévisible. Partagez votre réflexion dans les commentaires. Cette logique de remplacement est importante à comprendre, car elle réfute le narratif occidental selon lequel les coups sahéliens créent du chaos et de l'instabilité. En réalité, ils créent un nouvel ordre, différent de l'ordre francophone précédent, mais un ordre néanmoins. Cet ordre repose sur les militaires pour le contrôle interne, la Russie pour la sécurité externe et la Chine pour le développement économique. C'est un modèle autoritaire et transactionnel plutôt que démocratique et fondé sur des valeurs. Mais c'est stable dans sa propre logique. Les populations sahéliennes préfèrent-elles ce modèle? Beaucoup semblent penser que oui, au moins pour le moment. Elles sont fatiguées des promesses démocratiques non tenues. Elles veulent la sécurité face au terrorisme. Elles ressentent le besoin de dignité nationale, ce qui signifie se libérer de la domination perçue de la France. Si les juntes militaires peuvent fournir sécurité et dignité, même au prix de la liberté politique, une partie significative de la population l'accepte. Cette acceptation n'est pas permanente. Si les juntes échouent à améliorer la sécurité ou l'économie, elles aussi feront face au mécontentement. Mais pour l'instant, elles bénéficient d'un capital politique. L'effondrement de l'ECOWAS a des implications au-delà du Sahel. Il révèle la fragilité des institutions régionales africaines construites après l'indépendance. Ces institutions étaient souvent modelées sur des concepts occidentaux d'intégration. Elles promettaient démocratie, développement, paix. Mais beaucoup n'ont pas tenu ces promesses. Donc quand elles sont testées par des coups, des crises, des conflits, elles s'effondrent rapidement. L'Union africaine elle-même, l'organisation continentale, fait face à des défis similaires. Elle ne peut pas résoudre les conflits majeurs, elle ne peut pas imposer ses décisions, elle devient de plus en plus symbolique. Cette érosion institutionnelle crée un vide de gouvernance et les puissances extérieures, Russie, Chine, mais aussi Turquie, Émirats, d'autres, s'y engouffrent. Elles offrent des modèles alternatifs de coopération, pas d'intégration régionale ambitieuse, pas de normes démocratiques, juste des relations bilatérales transactionnelles. Ces modèles sont plus simples, plus flexibles et souvent plus attractifs pour les gouvernements africains qui veulent éviter les conditionnalités. Cette analyse repose sur l'observation des coups au Sahel documentés, des mécanismes de coordination observables entre les trois gouvernements militaires et de l'échec vérifiable de l'ECOWAS à renverser ces coups. Elle ne constitue ni une prophétie, ni un jugement moral, mais une lecture structurelle d'un effondrement institutionnel et d'un remplacement géopolitique. Si cette interprétation vous dérange, c'est normal. Confrontez cette lecture avec d'autres analyses, enrichissez ce débat par vos observations sur ce que devrait être l'intégration régionale africaine et surtout, demandez-vous si les structures postcoloniales peuvent survivre quand elles ne servent plus les intérêts de leurs membres. Dans nos prochaines analyses, nous examinerons comment cette logique, effondrement institutionnel régional et remplacement par des puissances extérieures se déploie dans d'autres régions africaines et pourquoi le XXIe siècle africain se construit en dehors des cadres hérités de la décolonisation. Ok famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. Vraiment c'est triste cette histoire. J'espère vraiment que vous avez compris ce qui se passe à travers les multiples vidéos que j'ai eu à vous montrer dans cette vidéo. Veuillez donner vos avis en commentaire autant pour moi et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos parce que l'histoire ne fait que commencer et on va voir là où ça va terminer. Alors likez, partagez, on se dit à la prochaine.